Alors, ça s'appelle La folle histoire du carton suisse envoyé à Mediapart. Vous pouvez la lire. L'article est en accès sur notre page d'accueil. C'est ce qu'on appelle un format panoramique avec des dessins qui racontent quelques-uns des épisodes principaux de cette histoire un peu rocambolesque, mais qui surtout ressemble à un joli polar avec barbouzerie, officine, peut-être service secret, on va voir. Bref, tout commence il y a quelques jours, en novembre, quand deux personnes qui se présentent comme des chauffeurs Uber nous livrent ici, à l'entrée de Mediapart, 2 cartons remplis de documents, et puis ils s'en vont. Et puis Yann Philippin qui est là. Bonsoir Yann. Bonsoir François. Commence à regarder les cartons. Il ouvre les cartons et que découvre-t-il? Des milliers, plus de 4000 documents bancaires au nom de l'UBS. Et alors là, tout un travail commence. Yann, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il faut dire qu'on est complètement scotché. Hein. C'est pas tous les jours, c'est même une première dans l'histoire de notre journal de recevoir comme ça, tomber du ciel, un carton rempli de documents bancaires. Donc les cartons sont étalés ici, là, sur une grande table qui est d'ordinaire au centre de la rédaction. Et il y a une demi-douzaine de journalistes de Mediapart qui interrompent leur travail, toute séance tenante, on vide les cartons comme ça sur la table, on regarde, et qu'est-ce qu'on voit? Des milliers de pages de relevés bancaires de Français qui ont des comptes en Suisse, donc dans 3 banques, UBS, Ottinger et Julius Baer. Il y en a pour 1,4 milliard d'euros d'avoirs supposément planqués en Suisse. 1300 personnes, de très hautes personnalités, un ancien ministre, un patron du CAC 40, une actrice, une éditrice, un producteur de télé, enfin, de quoi appâter n'importe quel journaliste normalement constitué. Alors, normalement, c'est des leaks qu'on a par voie informatique, et là, on les a sous forme de liasses papier dans des cartons. Oui, mais surtout, ce qui fait qu'on se méfie au départ, c'est que normalement, quand il y a un leak, il y a une source. Il y a quelqu'un, il y a un contact, quelqu'un avec qui on peut dialoguer, qu'on peut challenger aussi. Ouais. Là, il n'y a pas. Il y a les cartons qui arrivent, les gens repartent comme des voleurs et nous laissent nous débrouiller avec la paperasse. Donc le souci, c'est que les documents paraissent parfaitement authentiques. Les adresses collent, les noms collent, les téléphones collent, les numéros de compte ne sont pas identifiés comme des faux par les sites spécialisés. Il y a le logo de la banque en sous-impression, des trous à la perforeuse dans les documents. Donc à première vue, on se dit, c'est des vrais, on est face à une affaire de grande ampleur. Alors, ce qu'on fait, pardon, je t'interromps, ce qu'on fait et ce que tu vas prendre en charge, c'est déjà la constitution d'une équipe pour arriver à travailler sur plus de 4000 documents. Dans cette équipe, coup de chance, on a un partenariat avec le Centre de formation des journalistes. Tout à fait, parce qu'il y avait 6 étudiants qui étaient justement sur le point d'arriver au moment où le carton arrive. D'ailleurs, je les remercie chaleureusement pour l'aide qu'ils nous ont apportée. Et dans le cadre d'un projet de formation que je devais encadrer sur l'enquête financière et le data journalisme, justement les leaks, les données, sujets sur lesquels j'ai travaillé notamment avec les Football Leaks. Et donc, ça tombait très bien. Donc, avec les 6 étudiants, on se met au travail. On commence par rentrer sur un tableur informatique toutes les données. Donc, vous imaginez 4000 pages de papier à rentrer sur un tableur à la main. Donc, les noms, les numéros de téléphone, les montants, les banques, etc. Ensuite, on fait des recherches approfondies sur Internet. En fait, on googlise, entre guillemets, les 1300 personnes pour savoir un petit peu à qui on a affaire, quel profil. Ça nous prend plus de 2 semaines. Et arrive le moment où on commence à appeler les gens. Juste un truc sur la vérification des comptes bancaires, parce que dans l'article, il y a cette précision très intéressante sur les sites qui permettent de vérifier des codes IBAN. Oui, parce qu'un numéro de compte, un IBAN, il a un sens. Les chiffres désignent notamment la banque, l'agence. Chaque banque a un certain jeu de chiffres pour les numéros de compte. Et donc, vous pouvez rentrer un IBAN sur ces sites. Et ils vous disent, en fait, s'il est crédible ou s'il ne l'est pas. Mais en fait, si ça sort faux, c'est que c'est faux. Mais si ça sort pas faux, c'est pas forcément vrai. Voilà. Ça veut dire juste que c'est crédible et que ça respecte les codes de la banque. Et donc, ça veut dire que les faussaires, parce qu'à la fin, on découvre que c'est des faux. Et là, ça respectait les codes bancaires classiques. C'est-à-dire que les faussaires avaient un logiciel, un algorithme sophistiqué qui leur permettait de fabriquer des faux numéros de compte qui passent ce test de crédibilité. Voilà. Donc, c'est pour dire le niveau de la forgerie de sophistication. Et sauf qu'on appelle les gens, on en a eu une petite trentaine, et là, ils tombent de l'armoire.
C'est-à-dire qu'il y a eu deux types de réactions. C'était soit de la peur, de l'inquiétude. Certains se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? On a usurpé mon identité, je veux porter plainte. Est-ce qu'on a pu créer un compte en Suisse à mon nom sans que je le sache? Et la deuxième moitié, c'était la rigolade. Alors voilà, c'était, je vous jure, on partage. Si voilà, c'est vrai, on partage. Il y en a un qui vous dit, écoutez, si c'est vrai, je vous promets qu'on partage, répond un homme qui lui était crédité d'un compte où était placé plus d'1 million, 300 000 euros. Oh là là, j'ai 1 million et je n'étais pas au courant. Comment on organise le virement avant qu'il se rende compte que cette somme n'est pas à moi, etc., etc. Bon. Et donc, ça, on commence un vendredi soir. Donc, on appelle les gens pendant 2 jours, parce qu'il y a le week-end. Ouais. Et en fait, lundi dernier, on se rend compte, au bout de 2 jours, que ce sont des faux. Parce que personne n'avoue, entre guillemets. Les gens tombent de l'armoire sur un échantillon de 30 personnes. Et on a un espèce de flair de réaction journalistique. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous ment ou est embarrassé, ça se sent. Et donc, sur un tel échantillon, on se dit, on a été intoxiqué. Donc, j'en parle avec toi, François, avec le reste du service enquête. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui a voulu nous intoxiquer? Qui a pu faire une telle forgerie? 4000 pages de documents parfaitement vraisemblables. Et on en était là quand, le lendemain, le mardi, sort un tweet du Canard enchaîné, qui tweet un de ses papiers apparaître le lendemain, et qui dit « Des escrocs ont tenté de manipuler le fisc avec des faux listings bancaires ». Et là, on se dit « Mais est-ce que c'est la même affaire ? Est-ce que c'est les mêmes listings ?» On mène l'enquête, on découvre qu'en effet, ce sont les mêmes listings, et qu'en plus, les escrocs, ou plutôt les faussaires, parce qu'on y va y revenir sans doute à la fin, mais nous, on ne croit pas à la thèse de l'escroquerie financière, avaient déjà, 4 ans plus tôt, essayé d'escroquer les douanes, enfin de manipuler les douanes, et aussi Mediapart. Mais avec des échantillons beaucoup plus petits. On avait reçu quelques documents il y a 4 ans. C'était au moment de l'affaire Cahuzac. Tout à fait. C'était vraiment dans le contexte de l'affaire Cahuzac qu'on avait reçu ces quelques Alors documents. cette fois, il y avait une source qui nous appelait avec une voix qui utilisait un brouilleur, une voix suraiguë, qui s'appelait Monsieur Schweitzer, ce qui veut dire Monsieur le Suisse en allemand, qui nous avait transmis une dizaine de documents et qui, à l'époque, avait tenté de vendre les mêmes documents aux douanes, plus précisément à la DNRED, qui est les services secrets des douanes, le service le plus sensible et le plus secret de la douane française. Et ça s'était fini un peu en queue de poisson, mais on n'avait pas pu déterminer, même si on avait des doutes, que les documents étaient faux. Donc, on se retrouve face à un scénario de polar, où sur une période de 4 ans, des faussaires ultra pros, qui ont accès à des données authentiques et confidentielles pour fabriquer leurs faux, des données qu'on ne trouve pas comme ça sur Internet, qui essayent d'abuser tous les services les plus sensibles de l'État qui luttent contre la fraude fiscale, le service secret des douanes, l'ADNEF, qui est le service de renseignement et d'enquête le plus sensible du fisc, le parquet national financier, qui est en charge des plus grosses affaires de corruption et de fraude fiscale, et qui, lors des 2 tentatives, la première en 2013 et la seconde qui commence en fait fin 2015, il essaye d'instrumentaliser Mediapart pour faire pression sur les services pour qu'ils exploitent ces données. Pour qu'ils se saisissent de ces documents. Pour qu'ils saisissent. Et donc, on sait qu'il y a eu des menaces sur les agents des douanes et les agents du fisc et de la justice, où à chaque fois, les faussaires leur disent « Mais écoutez, si vous ne prenez pas les documents, on les balance à Mediapart et ça va créer un scandale. Mediapart va écrire que l'État ne fait rien pour récupérer l'argent des fraudeurs fiscaux. Vous allez voir ce que vous allez voir. » Bon, sauf que, fort heureusement, on n'est pas tombé dans le panneau, mais c'est ce qu'auraient aimé les fraudeurs. Et ça nous amène en fait au mobile. Voilà, parce que l'enquête menée par les services fiscaux, ou l'enquête que vous avez menée également, montre que le degré de fraude est extrêmement sophistiqué, ce qui fait un peu tomber la thèse de l'escroquerie, c'est-à-dire d'une sorte d'officine qui aurait produit ça pour les vendre. Alors, on a interrogé plusieurs experts de ces questions, et aucun d'entre eux ne croit une seconde à la thèse de l'escroquerie financière pour une raison très simple. C'est que fin 2015, quand les faussaires contactent le fisc n'a pas le droit d'acheter les documents. Donc déjà, ça pose problème. Et surtout, il y a d'autres services de l'État, comme les douanes, qui, eux, avaient le droit à l'époque d'acheter les documents. Aujourd'hui, le fisc a le droit, mais c'est très récent, ça date là, du début de l'année. Et il y a un principe en France qui est que les services qui achètent des données ne payent que quand l'argent rentre, quand ils ont recouvré des avoirs. Et nos experts nous disent que ça, dans le milieu, tout le monde le sait.
et que les faussaires ne pouvaient pas l'ignorer. Donc ça veut dire que quand vous essayez de fourguer des faux documents au service de l'État, vous êtes sûr que ça ne marchera pas financièrement. Parce qu'au bout d'un moment, même s'ils mordent à l'hameçon au départ, ils vont bien se rendre compte à un moment ou à un autre que c'est des faux, il n'y aura pas d'argent de recouvrer, et donc il n'y aura pas de paiement. Donc le mobile est autre. Le mobile est autre. Et le mobile le plus vraisemblable, même s'il encore, il faut être très prudent, vu qu'aucune enquête n'a été ouverte, c'est une barbouzerie. C'est-à-dire que soit des officines au service d'intérêts privés, par exemple des banques suisses, soit même les services secrets suisses, auraient pu, je suis encore une fois très prudent là-dessus, monter une intox pour tenter de décrédibiliser les services de l'État, pour tenter surtout de dissuader à la fois la France, mais aussi d'autres pays européens, d'acheter des listings de fraudeurs. Voilà, parce que là, il faut revenir dans ce contexte. Il y a une histoire qui est très intéressante à la fin de l'enquête qu'on publie ce matin. C'est l'histoire d'un espion suisse qui a été arrêté, qui vient d'être condamné en Allemagne. Voilà. Ce qu'il faut, juste 2 mots sur le contexte de cette histoire. Il y a eu 2 scandales retentissants qui impliquent les banques suisses, qui font tous les 2 d'objet d'enquêtes judiciaires, justement, au PNF. L'un des acteurs qui a Parquet essayé... national financier. Donc l'un des services que les faussaires ont tenté d'abuser. Il y a l'affaire UBS, donc énorme affaire de blanchiment de fraude fiscale en Suisse, et l'affaire HSBC, même chose. Et à chaque fois, au cœur de ces affaires, il y a des listings. Et notamment le listing HSBC qui est très célèbre, volé par l'informaticien Hervé Falciani et fourni à plusieurs pays qui, grâce à ça, ont pu récupérer des milliards d'euros grâce auprès des fraudeurs fiscaux. Et le gouvernement suisse est absolument exaspéré par le fait que des listings de comptes issus de ces banques sortent. C'est quelque chose qui a touché la Suisse, pays du secret bancaire, au cœur, qui exaspère l'État. Et justement, pas plus tard que le mois dernier, il y a un espion suisse, qui est un ancien policier qui travaillait pour les services secrets suisses, qui a été condamné à Francfort pour avoir espionné les services fiscaux du Land, de la région allemande, d'une région allemande, qui a justement pour politique d'acheter tous les listings qui passent. C'est-à-dire, dès qu'il y a un listing qui passe et qu'il est vrai, oui, parce que les landers allemands ont leurs propres services fiscaux, et ce land-là achetait des listings. Et ce land achetait systématiquement des listings, ils s'en vantaient d'ailleurs, ils disaient « nous, on veut traquer la fraude fiscale, c'est un impératif démocratique ». Donc ce land exaspérait les Suisses, et donc ils ont mis un agent pour espionner... Un infiltré. Non, alors c'était pas un infiltré, c'est quelqu'un qui en fait a collecté des informations confidentielles sur les inspecteurs du fisc de ce land, et qui est également soupçonné, mais ça on n'en a pas la preuve ultime, d'avoir recruté une taupe au service des services de renseignement suisses au sein du fisc de ce land. Donc il a été condamné à la prison avec sursis, il a plaidé coupable, c'était pas plus tard que le mois dernier. Donc ça veut dire qu'on sait, ça s'est documenté, que les services secrets suisses peuvent monter des barbouzeries et que cette barbouzerie-là, justement, était liée à cette exaspération face à l'achat de listings bancaires. Voilà. Or là, c'est peut-être qu'une coïncidence, mais on a une barbouzerie qui vise manifestement à discréditer les services de l'État qui luttent contre la fraude fiscale et qui justement concerne les banques suisses. Les banques. Et c'est peut-être la dernière chose à dire, c'est qu'il y a une chose très curieuse dans cette affaire, c'est que alors qu'on a tenté de manipuler de façon très sophistiquée des services ultra sensibles, on parle des services les plus sensibles de l'État en la matière, la justice n'a ouvert aucune enquête à l'encontre des fraudeurs, ce qui est vraiment difficilement compréhensible. Eh bien, on va suivre cette affaire. Merci beaucoup, Yann. Vous pouvez donc lire le carton suisse livré à Mediapart, cette histoire de faux listing bancaire. L'article est en accès sur notre site. On se retrouve dans une petite minute pour